Coucou tout le monde, c'est Nelly Bouy, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas je vais super bien. Aujourd'hui on se revoit dans une nouvelle vidéo car on va aller parler d'un cas assez spécial, on va parler du cas de Gloria Ramirez. Alors faut savoir que cette vidéo n'est pas creepy, donc s'il y a des gens qui ont peur de l'horreur, vous pouvez largement l'écouter, c'est juste une femme un peu étrange qui s'est passé, enfin elle est pas étrange mais il s'est passé quelque chose avec elle d'étrange. En tout cas vous allez voir, moi je vous souhaite bon visionnage. Alors on va commencer par l'intro, donc qui est Gloria Ramirez. Alors Gloria Ramirez, elle est née le 11 janvier 1963 et elle est décédée le 19 février 1994. C'était une habitante d'origine Mexique, donc mexicaine, de Riverside en Californie. Elle est surnommée la femme toxique, donc The Toxic Lady, par les médias réseaux, donc les médias sociaux, pardon, les réseaux sociaux. Après que plusieurs personnes travaillant à l'hôpital de Riverside sont tombées malades en raison de leur exposition à son corps de sang. Donc Gloria Ramirez était femme au foyer, mère de 2 enfants. Elle participait bénévolement à des activités dans une école primaire, tout semble assez normal. Par contre, son cas médical fut à l'origine d'épisodes de diverses émissions que vous avez peut-être écouté. Donc, c'est peut-être pour ça que ça vous dit de quoi, comme X-Files, Grey Anatomy et Weird or What. Donc, il y en a encore plus comme Tenue Détective ou d'autres trucs. En 2024 aussi, il y a une série Stats, peut-être que vous connaissez, moi personnellement je l'écoute, qui suit le quotidien du personnel de médical justement de l'hôpital Saint-Vincent, qui mettra également une histoire semblable à l'honneur. Tout commence le 19 février 1994. Aux alentours de 20h15 environ, il y a Gloria Ramirez qui souffre de symptômes de cancer du col utérin avancé et amenée aux urgences de Riverside. Elle présente alors des signes de tachycardie et respiration de Cheyne-Stokes. Le personnel médical lui administra donc des sédatifs tels que du diazépam, du midazolam et du lorazépam. Voilà. Quand il devait être clair que Ramirez réagissait mal au traitement et que ça ne marchait juste pas, l'équipe médicale va d'abord tenter une défibrillation. À ce point de l'intervention, plusieurs membres de l'équipe remarquent un éclat huileux ainsi qu'une odeur fruitée proche de celle de l'aile qui pensait provenir de sa bouche. Une infirmière nommée Susan Kane remarquait une odeur ammoniaquée en réalisant une ponction veineuse. Elle donna la seringue à Julie Gorchinski, une interne de l'hôpital, qui remarqua des particules de couleur marron flottant dans le sang. C'est alors que Susan Kane s'évanouit et fut alors évacuée de la salle. Peu après, ce fut au tour de Gorchinski de se sentir nauséeuse. Se déclarant étourdie, elle quitta la salle et s'assit au bureau d'une infirmière. Quand un membre de l'équipe de l'hôpital lui demande si elle allait bien, elle s'évanouit avant même de répondre. Déjà, c'est assez étrange. Maureen Welch, une thérapeute respiratoire, fut la 3e personne à s'évanouir. L'ordre fut alors donné au personnel médical d'évacuer les patients des urgences sur le parking en dehors de l'hôpital. Il y a seule une petite équipe restant en retrait dans l'espoir de stabiliser l'état de Ramirez, qui décédera finalement à 20h50 après 45 minutes de massage cardiaque. C'est énorme. Et défibrillation. Ramirez a été déclarée morte d'un dysfonctionnement rénal provoqué par son cancer. Alors ensuite de ça, il y a eu une enquête qui s'est faite. Donc le Conseil de la santé a contacté le département californien de la santé qui mit 2 scientifiques sur l'enquête. Le docteur Maria Osorio et Kirsten Waller, qui questionnent 34 membres de l'hôpital ayant travaillé aux urgences le 19 février. En utilisant un questionnaire standardisé, Osorio et Waller découvrirent alors que les gens qui avaient développé de graves symptômes tels que la perte de conscience, des troubles respiratoires ou encore même des spasmes musculaires avaient quelques points en commun. Les gens ayant travaillé à moins d'1 mètre de Ramirez et manipulé ses intraveineuses ont été exposés au plus grand danger. D'autres facteurs aussi liés à des symptômes graves qui ne semblaient pas correspondre à un scénario
lors duquel des vapeurs auraient été libérées. L'étude a montré que les victimes tendaient plus à être des femmes et toutes les victimes avaient des prises de sang normales après l'exposition. On va tout de suite partir avec les théories. Donc, première théorie, c'est le rôle possible du diméthylsulfoxide. Gorensky a nié avoir été affecté par une hystérie collective en évoquant comme preuve son expérience médicale. Après l'exposition, il a passé 2 semaines en soins intensifs, ce qui est vraiment énorme, en raison des problèmes justement respiratoires qu'elle a développés. Elle a aussi développé justement une hépatite ainsi qu'une nécrose vasculaire au niveau de ses genoux. Voulant laver leur nom et gagner leur procès contre l'hôpital, elle et Kane contactèrent le laboratoire national de Lawrence Livermore. Le laboratoire Livermore a remis l'hypothèse que Ramirez utilisait du diméthylsulfoxide. Je vais juste dire en fait maintenant les initiales, donc DMSO, ça va être beaucoup plus simple. Seulement utilisé comme un puissant dégraissant et comme remède maison contre la douleur. Les utilisateurs de cette substance rapportent qu'elle possède un goût d'ail et est vendue sous forme de gel, expliquant ainsi l'aspect graisseux du corps de Ramirez, donc ce qu'elle avait. Les scientifiques du laboratoire ont supposé que le DMSO s'était accumulé dans le corps de Ramirez en raison d'un blocage urinaire provoqué par des dysfonctionnements rénaux. Ensuite, l'oxygène administré à l'hôpital aurait réagi au DMSO, le transformant en justement diméthylsulfone, donc du DMSO2. Le DMSO2, en fait, il a la particularité de se cristalliser à température ambiante. Effectivement, on a retrouvé des cristaux dans le sang séché de Ramirez. Les chocs électriques de la défibrillation ont transformé le DMSO2 en sulfate de diméthyl, donc DMSO4. Bref. Je sais pas si vous me suivez encore, mais c'est un gaz justement extrêmement toxique ayant dû provoquer les symptômes du personnel médical qui a été exposé. Bon, vraiment pour faire plus court, mais moins clair, je sais pas, mais c'est à l'utiliser en fait un gel fait maison, donc justement du DMSO, pour guérir elle-même ses blessures. Donc c'est pour ça que ça lui a fait de la peau graisseuse, mais peut-être que ça s'est justement ramassé tout dans son corps. En tout cas. Puis là, avec l'air de l'hôpital, voilà. En bref. Alors, pour la conclusion finale et son enterrement, 2 mois après le décès de Ramirez, vraiment, c'est super triste, hein. Son corps très très décomposé fut mis à disposition pour une autopsie indépendante. Avant son enterrement, le département de la médecine légale a accepté l'hypothèse du DMSO en tant que raison probable des symptômes observés sur le personnel médical malgré le désaccord de la famille Ramirez. En revanche, le médecin de Ramirez fut incapable d'énoncer une alternative expliquant la mort en raison de l'absence du cœur, justement. De la contamination des autres organes par la matière fécale résiduelle, outre l'état en décomposition avancée du corps. 10 semaines après son décès, Ramirez fut enterré dans une tombe anonyme au parc mémorial Oliverwood à Riverside. Bon, donc ce que je vous ai dit, c'était l'hypothèse la plus concrète, la plus raisonnable, mais il y en a eu plein d'autres. Mais moi je vous dis, là je vais vous dire c'est quoi les autres hypothèses qui ont été dites, mais personnellement je crois à la première que je vous ai racontée parce que c'est celle qui fait le plus de sens et qui a été approuvée par des hôpitaux. Donc bon, je vais quand même vous dire d'autres hypothèses. Exemple, il y a l'hypothèse de l'hystérie collective. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, il y a certaines autorités qui ont aussi suggéré que le stress intense aux urgences, l'odeur inhabituelle et la panique auraient provoqué des malaises psychomatiques chez le personnel, en gros, effet domino psychologique. Mais beaucoup trouvent cette théorie faible car plusieurs membres du personnel ont eu des symptômes physiques mesurables et bon, moi non plus, j'y crois pas. Sinon, il y a aussi troisième hypothèse, l'hypothèse de l'interaction médicamenteuse rare. Ça, c'est une autre hypothèse. En fait, c'est une réaction chimique très très rare entre les médicaments injectés. C'est une substance justement qui entre dans ton organisme et il y a une combinaison imprévisible, ce qui fait que ce serait un accident médical extrêmement inhabituel, mais bon. Ça, c'est la théorie la plus mystérieuse. Certaines pensent à une exposition à un produit chimique industriel, une contamination inconnue ou une dissimulation d'informations. Mais aucune preuve solide ne confirme ces idées, donc c'est pour ça qu'il faut pas non plus que vous les croyez vraiment. Mais le manque de réponses claires alimente le mystère parce qu'on n'est pas encore sûr à 100% que la première hypothèse
celle des trucs est réelle. Excuse. Et on sait pas encore vraiment, enfin, il y a pas, tu sais, on a dit ça, mais il y a pas non plus de 100% sûr et tout. Donc c'est pour ça que le mystère justement reste ouvert parce qu'il n'y a aucune reproduction exacte du phénomène qui s'est passé par la suite. Il y a des versions aussi contradictoires par les membres du personnel et il y a plusieurs témoins justement avec des récits différents. Donc c'était ça pour la vidéo, justement ça reste encore un mystère non résolu. Dites-moi en commentaire vous qu'est-ce que vous en pensez et si cette histoire vous a marqué, parce que moi ce que je trouve triste c'est vraiment qu'elle soit décidée 45 minutes et que tout ça s'est passé en seulement 45 minutes. C'est vraiment, c'est quelque chose, là. Surtout qu'une membre du personnel a encore des cicatrices, quoi, de ce moment-là, parce elle a encore développé des problèmes de santé à cause de ça, qu'elle les a encore. Donc, mais bon, je voulais vous parler de cette histoire. Elle est rare, mais on en parle toujours parce que l'explication scientifique semble possible, mais pas 100% prouvé justement, et l'événement est même documenté. Il l'a aussi dans des séries et plusieurs témoins confirment avoir vu aussi quelque chose d'inhabituel, mais bon. C'est pas paranormal, mais c'est juste l'un des cas médicaux les plus étranges des années 90. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé la tourner parce que je trouve que cette histoire-là, elle est super intéressante à raconter. Elle est assez courte, mais voilà. Elle peut vous donner quelques questions et elle va vous laisser avec des questions parce que je n'ai pas les réponses et personne ne les a ici. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était Nelly Wu. Ciao, ciao!